Albert, 59 ans, qui est un peu sous la clim en ce moment dans son atelier. Albert, vous étiez en train de nous raconter, donc vous êtes d'abord offusqué par rapport à cette décision à propos de Boualem Sansal et sa condamnation à 5 ans de prison, et vous nous racontiez que vous êtes allé en Algérie. Comment ça s'est passé? C'était en 2017, c'était ça? Non, en 2007. 2007. C'était juste après plus ou moins la guerre civile. Oui. Et Veolia a été interrogé pour faire un audit sur les transports en commun de la ville d'Alger. Comment vous avez trouvé le pays? Comment vous avez trouvé l'Algérie? C'est un beau pays, malheureusement, il n'est pas exploité correctement. C'est en Algérie, l'Algérie, on pourrait faire du tourisme. C'est un pays qui a du gaz, qui a du pétrole, qui pourrait largement s'en sortir. Mais le problème, c'est que il y a une nomenclature qui a mis la main sur les richesses de l'Algérie et puis qui s'en sert. En tout cas, vous êtes très offusqué par rapport à cette décision et vous avez donné un petit conseil à Sébastien Delogu. Bon, je ne sais pas s'il a entendu. En tout cas, on peut lui répondre, lui rappeler votre conseil. Rappelez-nous. Voyons, en 2007, on est arrivé, nous étions 6 personnes. Oui. Pour l'audit, donc on a été cantonné à un hôtel, interdiction de sortir de l'hôtel. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit que pour raison de sécurité, on n'a pas à sortir. Ah oui, d'accord. Donc, en tout cas. Et en fait, on a été emmené directement sur les différents sites pour chiffrer. Moi, j'avais des travaux sellerie à chiffrer pour savoir les coûts. On était par des agents habillés en civil, mais qui étaient de la police. Ah oui, un autre monde. Mais c'est ce que raconte Xavier Driancourt. Lui, il dit que quand il était diplomate en Algérie, il était quand même ambassadeur de France. Oui. S'il voulait mettre un pied hors de son ambassade, il devait demander l'autorisation et être accompagné. C'était une prison dorée. En tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur. Nous sommes loin de faire le début du commencement de la même chose avec les diplomates algériens. Il faut quand même le savoir. Moi, ça m'avait vraiment impressionné. J'ignorais tout à fait ce détail. Même prendre des photos avec le portable, nous, pour chiffrer, vous savez, pour les sites, ça nous a été interdit. Ah oui. Non mais Gabriel tout à l'heure avait raison de comparer Boualem Sansal à Solzhenitsyn. Ça ressemble beaucoup à l'Union soviétique. Oui, c'est ça. Y compris le flicage de tous les étrangers, etc. Mais même pour la défense, je trouve qu'il y avait plus de droits, en tout cas apparents, en Union soviétique qu'en Algérie aujourd'hui. Boualem Sansal est moins bien défendu que les dissidents soviétiques à l'époque. Il n'y a même plus d'avocats, on nous a expliqué tout à l'heure. Merci. Et là, je vous rejoins, monsieur Niolo, c'est quand j'ai entendu ce que vous pensiez de la France et puis même de notre ministre des Affaires étrangères. Je veux dire, excusez-moi du terme, ils ont baissé la culotte. Ah oui, la France est à genoux. En tout cas, on a bien noté vos réflexions, mon cher Albert. Parce que quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui va en Algérie, qui dit ça y est, les affaires sont réglées, puis 48 heures après, on nous en met 15 à la porte. Oui, c'est ça. C'est vrai que, pour revenir un peu sur ce que vous dites à l'instant, on a espéré, à ce moment-là, lorsque le ministre des Affaires étrangères est parti en Algérie, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un début de discussion, un début de relation diplomatique, ça a un peu calmé les choses, et en fait, on dirait que c'était, pour noyer le poisson, non? Gabriel Cluzel. Oui, moi j'avais été très frappée par ce voyage de Monsieur Barrot en Algérie. Je croyais qu'il allait revenir avec Boualem Sansal. Puis finalement, le communiqué de presse, Boualem Sansal occupait 2-3 lignes. Il faisait un vœu pieux, Jean-Noël Barrot, en disant j'espère qu'il va être libéré. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait fait appel à la clairvoyance de Monsieur Tebboune. Il faisait confiance à la clairvoyance de Monsieur Tebboune. Je sais pas, la clairvoyance, on l'attend encore. On nous disait ah non, c'est pas la force qui doit primer. À force de pas vouloir le bras de fer, on a fait le bras de ne rien faire, et c'est ainsi que ça s'est terminé. Juste un dernier point, vous vous souvenez que Bruno Retailleau, au moment de l'attentat de Mulhouse, il avait dit la personne accusée faisait partie d'une liste de 30. Vous vous souvenez, 30 personnes dangereuses qu'on voulait renvoyer en Algérie qui étaient sous OQTF. C'était l'objet justement de ce bras de fer avec l'Algérie. Écoutez, les 29 autres là, parce que j'imagine que celui-là doit être quand même mis à l'écart. Les 29 autres, je sais pas où ils sont toujours en liberté, ils sont toujours en train de gambader en France. C'est très très inquiétant. Le coup de gueule de Gabriel Cluzel, et c'est vrai à Albert ce que vous nous disiez, c'est-à-dire que on a essayé l'ultimatum, on a essayé le bras de fer, on a essayé la diplomatie silencieuse. On a essayé la diplomatie sur place et rien ne fonctionne. On a tout essayé sauf le courage.
Excellente remarque d'Éric Nolot. Merci infiniment Albert d'avoir partagé votre colère avec nous à propos de cette condamnation en appel de l'écrivain français Boualem Sansal. Et maintenant je vous propose d'accueillir Anne Beaucandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Bonjour Anne Beaucandé, bienvenue sur Europe 1. Nous voulions vous entendre ce matin pour évoquer notre confrère journaliste Christophe Glaise qui vient d'être condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment sur sa présence en Algérie et ce qui lui a été reproché en fait dans cette affaire? Alors tout d'abord, rappeler en effet qui est Christophe Glaise. Oui. Christophe Glaise, c'est un journaliste français, un confrère qui a été en Algérie pour son travail de journaliste. De journaliste quoi? De journaliste sportif. C'est un journaliste spécialiste de football, un passionné, un expert depuis plus de 10 ans maintenant. On peut regarder tous ses écrits depuis les 15 dernières années, ça en témoigne. Il est reconnu aujourd'hui comme un expert dans ce sujet-là, un expert aussi du football africain. Il a arpenté le continent depuis toutes ces dernières années, du Cameroun à la République démocratique du Congo, à la Côte d'Ivoire, et donc c'est tout naturellement que pour lui, s'intéresser à un club de foot comme le club de Kabylie, ça fait partie des sujets qu'il traite depuis tant d'années par l'angle du football. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il était en Algérie, pour revenir sur les heures de gloire de ce club, pour aussi être là pour les commémorations de la mort de Ebossé, qui est un journaliste camerounais qui était mort en Algérie, dans cette région-là. Donc il était là-bas tout simplement pour couvrir ces sujets-là qui sont les siens. Et parce qu'il a parlé de football, aujourd'hui, il est accusé donc d'apologie, comme vous l'avez dit, de terrorisme, de propagande. Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est du terrorisme que de parler de football aujourd'hui? C'est vraiment la question que l'on pose là aux autorités algériennes qui ont condamné notre confrère à 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il a passé sa première nuit directement à l'issue du verdict en prison dimanche soir. Anne Beaucandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières, je rappelle, vous êtes sur Europe 1. Certains disent qu'il rencontrait des opposants au régime et des militants de l'indépendance en Kabylie. C'est ce qu'il lui reprochait. En fait, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir interrogé, donc en 2015-2017, donc il y a déjà plusieurs années, un dirigeant du club de foot. C'est d'abord, c'est ça la qualification de la personne qu'il a interrogé, qu'il a contacté. C'est un dirigeant du club de Tizi Ouzou, donc son sujet, le football, et qui se trouve être par ailleurs un leader politique d'un mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais le sujet de Christophe, c'est sa casquette de dirigeant du club de football. C'est pour ça qu'il a été le contacté. Et en 2015-2017, c'est-à-dire bien avant que ce mouvement par ailleurs politique ait été classifié organisation terroriste par l'Algérie. Donc là encore, on parle nous d'un journaliste qui a fait son travail, qui a contacté un acteur de son sujet il y a plusieurs années déjà, parce que comme on le disait, c'est un journaliste qui travaille sur le long cours, qui approfondit ces sujets, qui est un spécialiste, et c'est la raison pour laquelle il a contacté ce fondateur donc, de ce dirigeant de club de football. Oui, d'accord. Ça fait plusieurs fois donc qu'il se rend en Algérie. Comment expliquer, Anne Beaucandé, qu'il ait été là, arrêté, voilà, pas au début, mais après, bien longtemps après? C'est la question aussi que nous posons. Ce que nous avons en tout cas constaté, c'est qu'en effet, il a été arrêté le 28 mai 2024. Il a été placé en garde à vue, puis ensuite en liberté surveillée, et qui a été donc imputé ces causes-là avec ces reproches-là sur apologie du terrorisme et propagande. Est-ce qu'il Oui. Est-ce qu'il a pu être bien défendu? Est-ce qu'il a eu un avocat? Est-ce qu'il a eu un procès équitable? On a vu comment ça a été difficile pour Boualem Sansal d'avoir un avocat, l'avocat de son choix. Comment ça s'est passé pour lui? Avez-vous des informations à ce niveau-là? Oui, alors déjà nous on est mobilisés depuis son arrestation le 28 mai 2024 aux côtés de la famille, aux côtés de Society et aussi avec l'avocat, donc un avocat algérien qui a été mobilisé dès le départ sur cette situation. Et il faut savoir que les choses paraissaient plutôt bien engagées quant à la reconnaissance de la vacuité du dossier, puisque il a d'abord été placé en garde à vue, très rapidement en liberté sous contrôle judiciaire, alors qu'il aurait pu être, comme dans 90% des cas, enfermé directement et resté enfermé. Ça n'a pas été le cas.
Donc les signaux pour nous étaient quand même qu'on allait vers la reconnaissance de la validité du dossier. Il devait pointer au départ tous les jours à Tizi Ouzou. Ensuite, il a pu être à Alger et pointer une fois par semaine. La liberté renforcée, surveillée quasiment 24/24 a été levée au bout de quelques semaines. Donc on allait véritablement, en tout cas les signaux étaient plutôt engageants quant à la reconnaissance par le juge d'un dossier totalement vide, ce qui est le cas. D'où le coup de massue véritablement que nous avons reçu avec la famille, avec les proches dimanche quand l'accusation le verdict est tombé. Ouais, donc coup de massue malgré des négociations depuis le 28 mai 2024. Restez en ligne avec nous, Anne Bouclandier, puisque Éric Nolot, Gabriel Cluzel ont beaucoup de questions à vous poser, notamment sur ce silence qui a eu lieu effectivement au niveau médiatique, tout au moins depuis le 28 mai 2024. À tout de suite sur Europe.